Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai automobile et on va parler de Toyota puisque ce week-end, je suis avec le nouveau Toyota CHR qui revient en 2024 pour une seconde génération. En France, le Toyota CHR, c'est un des concurrents du Peugeot 2008 ou encore du Renault Captur, mais toujours avec une motorisation hybride, forcément, on est chez Toyota. Alors dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les atouts, mais également les défauts de ce nouveau Toyota CHR hybride et je suis accompagné par la version GR, c'est-à-dire la version sport pour cette vidéo. Le Toyota CHR, c'est effectivement en France l'un des concurrents de la Peugeot 2008 ou encore du Renault Captur. Ici, on est avec une voiture qui fait 4,36 m, quand un Peugeot 2008 va en faire 4,30 m et un Renault Captur 4,22 m. D'ailleurs, on est sur un véhicule qui est moins large que le Peugeot 2008 puisque on est à 1,83 m de largeur contre 1,90 m pour le Peugeot 2008. Vous l'aurez compris, ce Toyota CHR, c'est vraiment un mini SUV plutôt compact, malgré le fait qu'il soit assez imposant. Et d'ailleurs, il est 3 cm plus court que sa précédente génération. Et en hauteur, juste pour continuer, on est à 1,56 m. Mais on voit quand même qu'on a une garde au sol qui est assez élevée. Alors le style, c'est vraiment ça qui va caractériser et différencier ce Toyota CHR. Effectivement, chez Toyota, on ne fait pas les sauges à moitié et comme ils le disent, cette voiture est plutôt audacieuse. Voilà, c'est l'art de l'audace. C'était la campagne marketing pour le lancement de ce CHR qui se retrouve en concession déjà depuis quelques semaines. Alors, on retrouve effectivement le dernier style de chez Toyota qu'on a déjà pu voir sur le BZ4X ou encore sur la Toyota Prius, qui change vraiment de ce qu'on peut avoir sur le reste de la gamme, c'est-à-dire de la Yaris ou encore de la Yaris Cross ou même de la Auris. Ici, on va vraiment avoir un côté un tout petit peu concept car et ça se retrouve au niveau du design extérieur. Surtout au niveau de cette face avant, on aime ou on n'aimera pas, mais c'est vrai que c'est très original. Tout simplement en fait parce que Toyota ne fait pas comme les autres constructeurs. Déjà, on voit qu'on a un énorme bloc optique. Énorme que quand on regarde de face la voiture, on voit qu'il fait quasiment presque la moitié de la carrosserie à l'avant. Comme on peut le voir, on a tous les projecteurs qui sont ici, on a également la signature lumineuse qui va faire une forme de C, et en fait on a également un phare qui a double étage. Ça c'est assez commun aujourd'hui dans le monde automobile. Citroën avait déjà mis ça, on a également la même chose chez Renault avec une sorte de virgule très longue. Ensuite on a un côté un tout petit peu noir laqué ici qui est rappelé et qui fait une seconde virgule qui va vraiment en fait suivre et souligner les feux. Au centre, on va effectivement retrouver une calandre des plus classiques avec la présence de 2 anti-brouillards. Et juste au-dessus, on va avoir un panneau de carrosserie qui est quand même relativement plein, on le voit ici, avec le logo Toyota qui est juste là. On a des arêtes qui sont très vives, très franches, et c'est quand même assez étonnant quand on voit le décroché que la carrosserie fait. Alors sur le côté, on n'a pas des ouïes latérales comme la plupart des constructeurs font pour souligner un peu le caractère sportif. On a uniquement ceci qui est présent, très discret, comme on peut le voir. Et donc cette face avant est quand même relativement chargée. Alors on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est vrai que c'est différent et ça... C'est pas que ça agresse le regard, mais c'est vrai que ça apporte quelque chose qui est assez novateur dans un monde automobile où aujourd'hui les faces avant sont toujours et un tout petit peu similaires. Mais bon, la première génération du CHR était aussi très originale. En latéral, comme on peut le voir, on a quelque chose qui est un peu plus classique que justement la première génération. On va avoir un bas de caisse ici qui est souligné avec un plastique qui est non laqué sur cette version. On a un énorme triangle au niveau de la carrosserie. Un tout petit peu ce qu'on peut retrouver aussi chez Peugeot, un trait qui va se conserver juste ici et qui va arriver sur la partie arrière. Alors il faut savoir que sur le lancement de ce Toyota CHR, on a la possibilité d'avoir une sorte de coupe franche. Alors c'est un biton, donc toute la partie arrière est noire et toute la partie avant est couleur carrosserie. Ici on est sur une version classique, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'ensemble qui est gris. En fait toute la partie noire normalement elle fait le tour des arêtes ici. Donc on a quand même une arête qui est très franche à l'arrière. On a néanmoins, nous, l'option biton, c'est-à-dire que la voiture est grise et le toit est noir, le pavillon en soi. Et maintenant l'arrière, puisque vous imaginez bien que si l'avant est très original, l'arrière elle est tout autant. Alors on va retrouver un énorme bandeau ici qui va faire tout le tour de la lunette arrière.
On voit que d'ailleurs le Toyota CHR n'est pas incrusté dans la carrosserie, mais il est présent au niveau du feu. D'ailleurs, il peut s'allumer. Assez original. Sinon, on a un très beau dessin qui est fait en bas de pare-choc, assez sportif. On va avoir ces éléments qu'on va reparler juste après parce qu'ils sont aussi présents à l'intérieur. Et comme on peut voir, on a un design qui est un tout petit peu différent. On a quasiment une sorte de descente face avant à l'arrière. On notera qu'on n'a pas de diffuseur qui est présent juste ici et que les caméras sont plutôt bien cachées juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. Enfin, si sur la première génération du CHR, on avait une sorte de béquet, il le perd sur cette seconde version puisqu'on a vraiment un ensemble maintenant qui est associé à la carrosserie. Avant, on avait vraiment une sorte de décroché. Et d'ailleurs, on a une lunette arrière qui est très imposante, mais au final qui permet une très bonne visibilité. Et ça, c'est positif. Petit changement également sur cette génération, vous l'aurez noté, c'est des poignées qui sont de type flush, c'est-à-dire qu'elles se rentrent dans la carrosserie. Alors qu'avant, on avait une poignée qui était cachée par ici, à l'arrière. Bon, tout ce qui est intérieur, on découvrira par la suite. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez sombre. Donc ici, on est sur une des 10 quasiment finitions qui sont disponibles sur ce Toyota CHR. Effectivement, la marque Nippon ne fait vraiment pas comme tout le monde. Alors que chez Renault ou Peugeot, maintenant, ils sont limités quasiment des fois à 3 niveaux de finition. Là, on a 10. Et ici, on est donc avec la version GR, la Gazoo Racing, la coursifiée, on dira, qui s'affiche à 43 000 € et qui est l'une des versions haut de gamme. Et surtout qui permet de se différencier un tout petit peu par son caractère sportif. On va avoir en fait des jantes 17 pouces noires et on va avoir un côté un tout petit peu plus sport au niveau des choix des teintes et des matériaux. C'est surtout à l'intérieur qu'on va pouvoir retrouver la nuance. Bref, maintenant je vous invite à découvrir avec moi l'intérieur de ce Toyota CHR. Il est maintenant temps de passer à la découverte de l'intérieur de ce nouveau Toyota CHR seconde génération, puisque ce dernier évolue quand même en profondeur. Alors déjà, on notera que maintenant l'accès de la voiture, on a des poignées qui sont de type flush et on découvre un intérieur ici pour notre version sportive qui est un tout petit peu sombre. Effectivement, il faut aimer le noir, ça manque un tout petit peu de biton, mais c'est l'essence même de cette version Gazoo Racing. Donc on va pouvoir prendre place à bord et je vais vous faire découvrir un tout petit peu cet intérieur que j'ai pu au final découvrir à travers quasiment déjà plus de 700 km réalisés à bord de ce Toyota CHR. Alors tout d'abord, on va commencer par le côté un tout petit peu sportif, donc qui est souligné ici et qu'on retrouve également en surpiqûre. C'est un tout petit peu l'équivalent d'une édition alpine, d'une inspiration alpine au final pour le Renault Captur ou d'une finition GT-Line pour le Peugeot 2008. On a donc un petit rappel également sur piqûre au niveau des portes. On va également retrouver des assises plutôt particulières avec le Gazoo Racing qui est présent au niveau de l'appui-tête. Également ici des surpiqûres et on notera visiblement qu'on a des sièges également qui sont en partie à partir de matériaux qui sont recyclés. On a donc un tissu qui est agrémenté d'un cuir un peu effectivement allure sportive. C'est plutôt confortable. Et on retrouve déjà ce type de siège sur le reste de la gamme Toyota. Avec le petit côté surpiqûre spécifique pour le Gazoo Racing. Et on a également des tapis qui sont spécifiques. Et d'ailleurs tout de suite, peut-être l'un des défauts de cette voiture, comme vous pouvez le voir. Le siège est quand même en position assez classique. Et on peut voir qu'on a une très mauvaise visibilité en 3/4 arrière. Néanmoins, on a une très bonne visibilité à l'arrière. Grâce au final au design qui est plutôt bien pensé de la lunette. Donc ça manque de 3/4, mais on a de la vision arrière. C'est un bon compromis en soi. Alors, déjà, au niveau de cet intérieur, on note cette énorme tablette. On est quasiment à 12,3 pouces. Ça fait quasiment un tiers, au final, du tableau de bord. Et d'ailleurs, c'est ça qui me surprend un tout petit peu ici, dès qu'on découvre un tout petit peu l'intérieur du CHR. J'ai l'habitude de pouvoir monter dans des Renault Captur. Également dans des Peugeot 2008, cette voiture est plus petite en largeur qu'un 2008. On rappelle, on a quasiment 5-6 cm d'écart. Et pourtant, on a beaucoup plus de place qui est offerte, j'ai l'impression, à l'intérieur. On retrouve une énorme console centrale ici qui va vraiment faire la distinction entre le passager et le conducteur. Alors c'est un peu old school maintenant d'avoir ce type d'éléments. C'était tendance à une période. Mais au final, effectivement, ça fait vraiment une certaine distinction. On voit également que toute la partie numérique est vraiment tournée vers le conducteur. Et je pense qu'on va même pouvoir peut-être l'allumer pour voir à quoi ça ressemble. Donc le bouton
Power est situé juste ici. Vous aurez peut-être noté, mais le siège côté conducteur est électrique. Et donc on a la possibilité d'avoir des positions. Par contre, il reste manuel du côté du passager. Alors, dès qu'on allume la voiture, il faut toujours accepter. Bon, c'est un tout petit peu long par contre. Hein. Et voilà. On a quand même un affichage qui est relativement grand. On peut voir d'ailleurs que si on a 12 pouces d'écran, on a quasiment 12 pouces qui sont vraiment utilisés. C'est vrai que certains constructeurs, comme chez Peugeot, ils découpent l'écran. On a quelque chose qui est ultra efficace, comme on peut le voir ici. Ça répond super bien et c'est parfait. On a un style un peu Google Maps, mais c'est pas Google Maps. Voilà, mais dans tous les cas, c'est vraiment ultra efficace, comme on peut le voir. On peut également avoir un raccourci au niveau de l'audio, tout ce qui est radio. On a également le téléphone, les données du véhicule au niveau de la consommation. On verra ça par la suite. On peut avoir un navigateur web et ici, les paramètres. On peut personnaliser tous les éléments à l'intérieur. Donc comme on peut le voir également, il y a un petit raccourci au milieu, c'est-à-dire qu'on peut allumer la radio en appuyant ici et régler le volume juste là, ce qui est quand même extrêmement pratique et rapide. Tous ces côtés boutons sont aussi présents au niveau de la console qui va servir pour la climatisation. C'est efficace, rapide. Alors ça rappelle un tout petit peu le côté magnétoscope qu'on peut voir par exemple sur la gamme chez Hyundai Ioniq. On va aussi avoir cet effet un petit peu néo-rétro, je trouve, avec cet écran qui est en fait un peu en 3D, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'écran avec l'affichage qui est très loin et une sorte de protection qui est plus proche de nous. Ça fait en fait un effet de profondeur qui me rappelle, je trouve, des magnétoscopes, mais en fait c'est très rapide quand même d'utilisation et c'est vraiment bien. Sur notre version, on a des sièges qui sont chauffants, on a également un volant qui est chauffant, on voit qu'on a une prise USB-C qui est présente juste ici, on a une recharge à induction pour portable avec un matériau ici antidérapant si on veut poser ses affaires. On a deux porte-gobelets juste là. Vous l'aurez remarqué, hein, c'est très original, mais on a quand même un levier de vitesse qui est vraiment ultra particulier. Tout de même, je pense qu'on peut le dire. On sélectionne la marche arrière comme ça, la marche avant et la position B. Les freins de parking. On va également pouvoir modifier les modes de conduite juste ici. On va pouvoir sélectionner les modes de conduite électriques. On verra ça juste après. Le frein de parking, l'auto-hold et l'antidérapage. On a également un rangement qui est présent juste ici. Alors un tout petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas les régler. Il est vraiment fixe. Et comme on peut voir, on peut mettre un tout petit peu d'éléments. On a quand même une prise 12 volts ici, un autre USB-C. Ça fait deux USB-C pour la partie avant. Et on a un faux fond. Voilà. Bon. On va pas pouvoir mettre grand chose juste ici. Peut-être une petite bouteille d'eau à peu près. Mais bon, ça restera dans l'essentiel. On a quand même des vides-poches qui sont présents en latéral. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais dit au niveau du design qu'il y avait peut-être un petit rappel qui était présent à l'intérieur. Effectivement, ce rappel est présent juste ici. Comme vous pouvez le noter, on retrouve les formes symétriques qu'on a vues au niveau du pare-choc arrière. On les a présentes là. Et on les a également présentes au niveau des portes. Bon, petit rappel assez amusant, mais qui est plutôt quand même bien intégré. Également au niveau de l'intérieur, quelque chose que j'ai bien aimé, moi, c'est le design des bus d'aération. On a d'ailleurs un petit matériau qui est très agréable, un peu moussé. On retrouve à droite et à gauche, et on retrouve également au centre un matériau qui est plutôt bien vu, très agréable. C'est bien intégré dans tous les cas. Bon, on peut le voir, ça clignote un tout petit peu, mais c'est pas le cas en réalité. Ici, c'est des bandes lumineuses. On verra ça de nuit, puisqu'elles sont particulièrement bien présentes. Et enfin, on notera également un rétroviseur avec le contour qui est très discret. Ça fait assez premium. Et ici, on va retrouver toute la gestion des lumières avec le petit bouton SOS. Également, on peut, par exemple, personnaliser plein d'éléments juste ici. C'est assez bluffant quand même. Alors, je pense que je vais vous faire découvrir maintenant la partie arrière, puisque ça reste quand même un véhicule normalement qui s'adresse à une famille. Bon, faut pas être très grand. Ouais, moi je fais à peu près 1m70 pour vous donner un ordre d'idée. On peut voir quand même que ça arrive à passer. J'ai suffisamment de place aux jambes, malgré que le siège conducteur soit assez reculé. Positif. On a un petit porte-gobelet pour les places arrière. Bon,
Il faut pas forcément être très claustrophobe, on va dire. On n'a pas énormément de vitres. Ça rappelle un tout petit peu l'arrière d'une DS3 Crossback quand même. C'est vrai que quand le design est prédominant, on a assez peu d'espace disponible. On notera qu'on a une petite prise USB-C, mais par contre on n'a pas d'élément de climatisation, et d'ailleurs ça peut nous permettre d'apprécier encore plus l'intérieur de ce Toyota CHR, qui au final je trouve est très simple d'utilisation, et on retrouve tout ce qu'il faut. Et on retrouve également ce petit côté tissu cuir. Par contre on n'a pas le surpiqûre à l'arrière, même au niveau des ceintures. Et enfin on va évoquer maintenant le coffre. On rappellera que ce Toyota CHR offre quasiment plus de 370 litres. On a ici l'option du coffre électrique. Et voilà ce qu'on peut mettre dans le coffre, à peu près 6 petites valises cabine. Alors comme on est sur Mini Inch, évidemment, on a des miniatures. C'est important et c'est essentiel. Ici on a les dernières nouveautés majorettes. On peut voir une certaine profondeur au niveau du coffre avec quand même un palier de chargement qui n'est pas forcément à plat. Et on retrouve également un caisson de basse qui est présent juste ici. Et à noter aussi que l'ouverture du coffre est peut-être un tout petit peu haute. Comme on peut le voir, attention au parking plutôt bas. Mais en fait, on a la possibilité d'arrêter en cours et c'est plutôt bien fait. Voilà, le coffre. Bon, après à voir si cela se règle. Mais au moins, c'est bien pensé parce que j'avais déjà eu par exemple le Renault Arcana où aussi il y avait un énorme coffre qui pouvait s'ouvrir et c'était un peu moins facile pour arrêter justement le coffre. Et d'ailleurs, également, on n'a pas évoqué la partie passager. Ici, comme on peut le voir, on a un rangement qui est présent juste ici avec un antidérapant. On peut mettre ses affaires, des clés par exemple. Et on a également la présence d'une boîte à gants qui est quand même assez grande, on dira. Et même au niveau des bacs, on peut quasiment mettre une bouteille d'eau à part entière. C'est vrai que la finition reste un tout petit peu étonnante, puisque ici on a des plastiques qui sont pas grainés, c'est-à-dire assez classiques. Ici on va retrouver la serre qui est spécifique à notre version, des éléments assez originaux, comme par exemple la fermeture des portes qui reste encore en bouton. Ici on a toute cette virgule qui est pas sans rappeler ce qu'on retrouve à l'avant. Enfin on a également un plastique qui est différent ici, lui qui est légèrement traité. Et enfin là on va retrouver les différents motifs. Et on a quand même de la place au niveau des jambes. Un intérieur que je trouve assez convaincant, qui fait quand même relativement moderne. C'est vrai que quand j'avais par exemple pu découvrir la Toyota Yaris Cross, il avait moins ce côté un tout petit peu waouh. Là on a vraiment l'impression d'avoir de la nouveauté. Et c'est vrai que l'écran qui est au centre, qui répond extrêmement bien, et d'ailleurs qui a la possibilité aussi d'avoir une gestion à travers la voix, c'est quand même extrêmement bien. Alors bref, moi je suis vraiment convaincu par cet intérieur, peut-être un tout petit peu austère, ça manque un tout petit peu de couleur comme on peut le voir, mais dans tous les cas il fait le job et il reste agréable, confortable et facile d'utilisation. On se retrouve donc maintenant pour la partie conduite de ce Toyota CHR édition 2024 à l'intérieur de notre version d'essai. On a un bloc 4 cylindres 2 litres qui culmine à 152 chevaux. Et on additionne 111 chevaux pour la partie électrique. Le tout cumulé, puisque tout ne fonctionne pas en même temps, on arrive sur une puissance de 198 chevaux. Donc, on peut considérer que celle-ci, c'est une hybride de 200 chevaux. Il faut savoir que sur le reste de la gamme, on a également une hybride un tout petit peu moins puissante, avec un moteur 1,8 litre de seulement 94 chevaux, qui lui va faire au final une hybride 140. On a également une voiture qui est un tout petit peu plus chère si on choisit l'hybride rechargeable. Et dans ce cas-là, on arrive à une puissance de 225. Il faut savoir ici que notre version est actuellement affichée à 43 000 €. L'hybride rechargeable commence à partir de 51 000 €. Alors je ne sais pas si ça sera forcément un bon choix. Donc vous l'aurez compris, il y a donc 3 types de motorisation qui sont actuellement disponibles. Elles sont toutes avec une boîte qui se qualifie de CVT. C'est-à-dire qu'en fait sur les Toyota hybrides, on ne va pas retrouver une transmission habituelle, on ne va pas retrouver une boîte de vitesse classique. On va en fait retrouver un système qui s'appelle une CVT. C'est-à-dire en fait c'est comme un vélo. On va en fait avoir 2 pignons, ils vont s'équilibrer avec une courroie. Ça permet d'avoir des phases transitoires sans à-coups. C'est très linéaire.
Par contre, ça peut faire facilement ronfler le moteur. Là, on peut le voir, on est en hybride. Je vais accélérer. Voilà, le moteur va se rechercher, va aller chercher sa puissance, ça va se rééquilibrer, et après on va arriver sur une stable qui est relativement calme. Il faut aimer, mais dans tout au final, j'avais déjà testé avec un Yaris Cross et c'était le petit moteur. Là, effectivement, avec quasiment 150 chevaux essence, ça tire quand même relativement bien. Hein. Voilà, la voiture va toujours un tout petit peu aller chercher ses vitesses. C'est quelque chose qui est assez particulier. D'ailleurs, j'ai laissé, mais vous l'aurez noté, là, des petits bips qui apparaissent. C'est la norme GSR2 sur cette voiture, c'est-à-dire la norme de lecture des panneaux. Alors, on a la possibilité de pouvoir l'enlever à chaque démarrage. C'est un tout petit peu long. C'est une norme qui est bienvenue, mais néanmoins qui, parfois, ne fait pas forcément le job. Je pense, par exemple, aux voies d'insertion. Au niveau de la conduite, on arrive donc sur un véhicule qui est hybride, mais qui est quand même à prendre en main d'une manière un tout petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir, déjà, vous avez un scooter qui est très particulier chez Toyota, c'est qu'à droite, effectivement, vous avez de la vitesse. D'ailleurs, on a bien sûr également une vitesse qui a un affichage tête haute pour ne rien louper de la route. Mais à gauche, vous avez au final le fameux triptyque Charge, Eco, Power. Quand vous êtes en mode éco, la voiture va pouvoir en fait toute seule, comme c'est le cas actuellement, se mettre en mode EV. On peut parcourir à peu près quelques kilomètres seulement avec le moteur électrique. En charge, vous allez effectivement charger la batterie, parce que on peut la voir juste ici. Voilà. Donc là par exemple, j'ai 3 barres de charge, donc on est un peu moins de la moitié. Et après en mode Power, vous avez tous les éléments qui sont sollicités. Ce qui fait que il faut prendre l'habitude au final de toujours rester dans le mode éco. On a également un bouton qui permet de forcer le mode électrique, mais qui est disponible qu'en dessous une certaine plage de vitesse et avec suffisamment de batterie. Là par exemple, je vais faire l'exemple. Normalement c'est en dessous de 50. On va descendre. Non, je veux pas. En dessous de 40 peut-être. Toujours pas. Bon, il va pas vouloir s'activer. On voit néanmoins que la voiture est passée toute seule en électrique. Après, forcer le mode électrique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Des fois, il ne veut pas forcément s'activer. C'est vrai que c'est des fois un peu mieux chez la concurrence. Par exemple, si on prend un Renault Captur. En termes de consommation, qu'est-ce que ça nous donne tout ça au final? La voiture, elle est homologuée à 4,9 litres au 100. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ville, c'est effectivement facile de faire entre 4 et 5 litres, puisqu'on va énormément fonctionner en mode électrique. Sur autoroute, on monte à 7 litres au 100. Et sur mixte, c'est-à-dire avec de la voie rapide, etc., on est à 6 litres. Donc bref, vous l'aurez compris, la consommation, c'est entre 5 et 7 litres au quotidien. Effectivement, si on arrive vraiment à pouvoir conduire de manière très souple, on va avoir quelque chose qui est différent. Ah, donc là j'ai quand même réussi à activer le mode électrique, on est en dessous de 30, et donc là on va uniquement fonctionner avec le moteur électrique. Néanmoins, il ne faut pas accélérer très fort, que dès qu'on va franchir la plage d'utilisation éco, on va avoir le thermique qui va se remettre en place. Voilà, par exemple j'accélère un tout petit peu, et voilà, tout de suite on a le thermique qui va aller s'allumer. Vous l'aurez compris, la motorisation hybride chez Toyota, c'est quand même une motorisation où il faut un tout petit peu d'habitude pour utiliser. C'est également une motorisation où la transmission, c'est pas une boîte de vitesse, ça peut être déroutant. Après, les personnes qui ont l'habitude de conduire ce type de voiture trouvent que c'est forcément beaucoup plus linéaire et on est moins stressé. On a à peu près la même impression qu'avoir une voiture électrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas les à-coups, que même avec une boîte de vitesse automatique, on les sent. Même avec le système, par exemple, le Acrabo de chez Renault, on sent certains passages. Ici, c'est vraiment totalement linéaire, c'est fluide et c'est quand même très agréable à la conduite. Une voiture, ça se vit aussi la nuit. Et aujourd'hui, les constructeurs proposent de plus en plus un vrai travail au niveau de tout ce qui est affichage nocturne. Donc on est ici avec le Toyota CHR dans sa configuration nocturne. Comme on peut le voir, on a quand même l'écran de plus de 12 pouces, 12,3 pouces, je rappelle, qui prend beaucoup d'espace. Bon, il est immanquable, clairement, la nuit, mais il reste plutôt bien intégré. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas trop de problématiques au niveau des reflets, par exemple, qu'on pourrait potentiellement retrouver. Dans tous les cas, on a également tous les boutons ici qui sont allumés.
que ce soit au niveau du volant, que ce soit ici au niveau de la climatisation, également au niveau des leviers de vitesse. Et on l'a vu lors de la présentation à l'intérieur, on a ces petites virgules à l'intérieur qui sont rétroéclairées, elles sont présentes uniquement à l'avant. Continuez sur E19. Merci. À droite et à gauche. Et elles sont personnalisables. Donc, par exemple, on peut les mettre rouges, on peut les mettre en bleu, ou encore en blanc. Elle a toute une palette de couleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus au niveau de la nuit? Au niveau des petits rétroéclairages, on en a un au niveau de tout ce qui est pédalier, on en a également qui est présent ici, et non, on en a un dernier juste là au niveau du rangement passager. À l'arrière par contre on retrouve rien, c'est un peu sobre, voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve également en nocturne, c'est que sur notre version Gazoo Racing, ici on a les nouveaux optiques qui sont au final des optiques LED à propagation. C'est-à-dire qu'en fait on peut rester quasiment en plein phare tout le temps et c'est la voiture qui va enlever zone par zone le plein phare. Alors normalement c'est assez efficace, c'est vrai, mais on se prend quand même beaucoup d'appels de phare. Alors je ne sais pas si c'est le fait que la voiture soit pas forcément réglée, que c'est pas forcément le cas des parcs presse par exemple. Bon, hier j'ai fait de la nationale, on avait quand même une voiture sur 4, on avait un appel de phare. Ça marche bien, mais ça peut tout de même gêner certains autres usagers de la route. C'est donc ainsi que ce voyage vers la Belgique se termine. Bon, comme on peut voir, on a une météo qui est un tout petit peu pluvieuse. Bon, on ne peut pas avoir du soleil tout le temps. Et nous voilà déjà de retour en France pour la suite de l'essai. Bienvenue en France. Et voilà, la synchro parfaite avec le GPS. Ça, c'est une petite fonctionnalité que je trouve d'ailleurs très intéressante. Bon, on va se refixer. Autoroute, on est à 130, temps de pluie 110. Et bah c'est parti, on va continuer ce périple en France maintenant. Vous l'aurez compris, la conduite de ce Toyota CHR est donc un tout petit peu particulier, il faut forcément s'habituer. Contrairement à certains modèles de la concurrence, je pense par exemple pour Renault qui sont un tout petit peu plus accessibles. Dans tous les cas, on a quand même des consommations qui sont beaucoup plus faibles qu'avec une voiture non hybride. L'avantage de chez Toyota, c'est que le prix n'est pas forcément plus élevé puisque toute la gamme est hybride. Et on est donc ici sur une version qui est donc affichée à 43 000 € pour information. Dans tous les cas, qu'est-ce que je pense après 700 km de cette voiture? J'ai été relativement et agréablement surpris. C'est vrai que j'avais pas forcément apprécié de la bonne manière la Toyota Yaris Cross, où je trouvais l'insonorisation qui pouvait parfois être bruyante sur autoroute. Ici, on a fait beaucoup de trajets autoroutiers, on a été en Belgique avec la voiture. Et bien au final, ça s'est fait tout seul. Également, je trouve que sur les longs trajets, la voiture fatigue un tout petit peu moins avec sa transmission qui est CVT. C'est beaucoup plus lisse, c'est linéaire, c'est beaucoup plus calme. L'intérieur, par contre, c'est son vrai atout. Je trouve qu'il est beaucoup plus grand que la concurrence, le 2008, le Captur. On a beaucoup plus d'espace et pourtant on n'a pas le côté claustrophobe. Le style extérieur, on aime ou on n'aime pas, mais il est quand même très proche d'un concept car. En fait, j'ai l'impression d'avoir un Jaguar I-Pace à beaucoup moins cher, avec tous les avantages d'une voiture Toyota, c'est-à-dire la fiabilité, le côté hybride. Et c'est vrai qu'on a quand même quelque chose qui est assez solide, on dira. Bref, une excellente vue à bord. Bon, pas forcément pour les places arrière, mais ça reste quand même relativement convenable. La partie avant, on est très bien logé. Motorisation avec la puissance 200 chevaux, c'est très bien. Au final, les points négatifs qu'on peut retrouver, c'est effectivement la visibilité 3/4 arrière, mais qui était déjà présente sur le modèle de la première génération. Et on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le design et une bonne visibilité. Et après, peut-être la CVT, mais bon, la CVT, c'est commun chez Toyota. Comment, au final, dire que la CVT n'est pas adaptée à ce type de voiture? Ça l'est. C'est juste qu'il faut prendre l'habitude de bien l'utiliser. Et dans tous les cas, en fait, la seule chose qui manque peut-être, c'est une version 100% électrique de ce modèle, puisque on apprécie vraiment envie de pouvoir l'utiliser en mode zéro émission, mais tout le temps, ça serait encore mieux. Je parlais voiture électrique, mais petit point sur l'autonomie, parce que c'est peut-être quelque chose aussi qui est un tout petit peu décevant sur ce Toyota CHR, c'est que sur notre motorisation 2 litres, on a uniquement 600 km d'autonomie. Et ben c'est quand même pas beaucoup, hein, ça fait beaucoup d'arrêts à la station. Bon, à prendre en considération, mais c'est à peu près la même chose sur la Toyota Yaris Cross, c'est-à-dire qu'on a quand même une autonomie qui était relativement faible. C'est aussi le cas pour le CHR.
C'est donc la fin de cette vidéo et de l'essai du Toyota CHR édition 2024. N'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, à vous abonner évidemment à la chaîne pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Et si vous voulez également découvrir cette actualité sur le web, direction minins.com, une news tous les jours à 10h15. De notre côté, on se retrouve mercredi prochain sur YouTube à 17h. À ciao!